T. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Françoise Paquette, je suis directrice des relations gouvernementales au Conseil québécois du commerce de détail. Donc, au nom du Conseil, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue en compagnie, en fait, de notre collaborateur dans le cadre de cette formation Détail Québec. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les modifications à la protection, des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, le projet de loi 64 qui a été déposé à l'Assemblée nationale pour moderniser la loi sur la protection des renseignements, justement, dans le secteur privé, qui touche l'ensemble des détaillants qui collectent énormément de données auprès des consommateurs. Donc, je suis accompagnée de ma collègue Sarah Gagnon, qui est chargée de projet au programme de virage numérique pour le Conseil québécois. Sarah qui va m'accompagner pour la portion des questions dans le cadre de la deuxième partie du webinaire. Je suis également accompagnée de nos deux conférenciers vedettes, donc deux éminents avocats, experts dans ce secteur d'activité-là. Donc, je pense qu'on est en bonne main ce matin. Donc, Maître Jean-François Derico ainsi que Maître Caroline Deschênes, qui sont avocats au cabinet d'avocats Langlois. Avant de débuter, d'aller plus loin, peut-être juste quelques indications relativement au fonctionnement du webinaire. Donc, je vous rappelle que le webinaire est d'une durée de 1 heure. La première portion qui sera consacrée à la présentation de Maître Derico et Maître Deschênes va durer environ 40-45 minutes et on se réserve les questions dans le deuxième bloc, donc environ 15 à 20 minutes là, à la toute fin. Je vais laisser maintenant la parole à Sarah pour expliquer comment est-ce que vous pouvez adresser vos questions. Donc, je pense qu'on est de plus en plus familier avec les plateformes de webinaire, mais pour ceux qui sont peut-être encore moins familiers, donc Sarah, je vais te demander d'expliquer brièvement comment est-ce qu'ils peuvent adresser leurs questions. Alors, comme l'a mentionné Françoise, les questions vont être répondues à la toute fin. Vous avez deux options pour les poser. La première étant d'utiliser le petit icône avec les petites bulles Q&A au bas de votre écran, puis de rédiger votre question en tapant. Moi, je vais la lire à la fin aux conférenciers, puis ils pourront y répondre. Vous avez aussi l'option de lever la main. Dans ce cas-là, je vais m'assurer d'activer votre micro, puis vous pourrez poser votre question de vive voix. Tout ça à la fin du webinaire lorsque la période des questions va être annoncée. Avant qu'on nous pose la question, le webinaire sera accessible. La présentation sera possible d'être en rediffusion, si vous voulez. Donc, vous allez tous à la fin du webinaire recevoir un lien qui vous permettra de pouvoir la revisionner à nouveau et de la transférer, si vous voulez, à vos collègues pour qu'ils puissent en bénéficier également. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Maître Derico et Maître Deschênes pour débuter la présentation. Donc, bon webinaire à tous. Bonjour. Merci au Conseil de nous accueillir virtuellement. Je pense que c'est une première opportunité d'engager une discussion sur le projet de loi qui va entraîner des modifications majeures à l'encadrement de la protection des renseignements personnels pour toutes les organisations. En fait, là, sachez que le projet de loi qui va être à l'étude dans quelques semaines, il a été déposé en juin, mais on anticipe des consultations puis une commission parlementaire qui va l'étudier à compter des prochaines semaines. Il modifie non seulement la loi qui est applicable aux entreprises du secteur privé. Je vais en dire une fois là, parce qu'elle est trop longue à répéter. D'habitude, on la désigne comme la loi du secteur privé ou la LPRPSP. C'est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Mais ça modifie également la loi applicable au secteur public, celle qu'on désigne habituellement sous la terminologie loi sur l'accès aux documents des organismes publics ou loi sur l'accès tout court, mais qui comporte aussi un volet protection des renseignements personnels. Et le projet de loi vise aussi à assujettir les partis politiques à des obligations en regard de la protection des renseignements personnels. Puis après, il y a des modifications à différentes lois
qui touchent au renseignement sur la santé notamment, mais dont on ne traitera pas ici aujourd'hui. La raison pour laquelle, pour ceux qui s'y intéressent, là, vous avez constaté qu'il y a quand même, pour un projet de loi qui vient d'être déposé, pour lequel les travaux n'ont pas commencé, il y a quand même beaucoup de bruit autour de ce projet de loi-là. Évidemment, les épisodes d'incidents de sécurité qui ont entraîné des atteintes à la confidentialité des renseignements personnels de beaucoup de Québécois, il n'est pas étranger. Mais c'est également en raison du fait que c'est un changement assez marqué dans l'encadrement puis dans la nature des obligations qui sont imposées aux entreprises. Bien que les principes existent depuis la fin des années 80, ils existent depuis longtemps les principes, là, mais les obligations légales sont incluses dans une loi au Québec depuis la fin des années 80, 86 de mémoire. Mais on pourrait dire qu'il y avait une certaine impunité qui régnait parce que c'était très difficile pour un individu de se plaindre d'un manquement ou d'obtenir une réparation significative pour un manquement. Alors, ce qu'on a vu depuis quelques années, ce sont des recours collectifs qui ont été entrepris. C'est un mécanisme utile, mais qui n'est pas à la portée ou utile dans toutes les circonstances. Et il y a un certain flottement puis une incapacité des régulateurs qui n'avaient pas vraiment de moyens pour sanctionner des manquements de s'assurer de l'application de la loi. Alors ça, là, ça va changer de façon assez importante avec l'introduction de ce qui est proposé dans le projet de loi. Champ d'application. Alors, ça s'applique à tout ce qui est défini comme une entreprise. C'est toute organisation qui a une activité économique. Là. Il y a vraiment peu ou pas d'exceptions. Au Québec, là, une organisation est, selon le cas, visée par la loi secteur public ou par la loi secteur privé. Il n'y a pas de néant, là, puis il n'y a pas de vide juridique qui ferait en sorte qu'une organisation n'est pas visée. Chose importante à retenir, les obligations qui sont prévues, les nouvelles obligations qui sont prévues, elles s'appliquent indépendamment de la taille des organisations. On anticipait la possibilité que le projet de loi impose certaines obligations ou module l'intensité des obligations en fonction de la taille des organisations. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, les éléments qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, qui nous apparaissent les éléments les plus importants, et s'appliquent indépendamment du fait que vous exploitiez une chaîne de points de vente dans lequel il y a 10 établissements ou que vous en ayez un. Ça, c'est quand même assez important. Évidemment, il y a tout le temps une question de proportionnalité, mais on va tout de suite utiliser un exemple. Là. Juste une courte parenthèse. Ça s'applique aux organisations donc, qui sont des entreprises. Puis retenez qu'on pourra traiter des cas d'exception, mais c'est toutes les organisations qui ont une activité économique habituellement organisée et qui recueillent des renseignements personnels. Alors, le fait que les renseignements personnels soient recueillis pour une organisation par un tiers n'a pas vraiment d'incidence. Là. Alors, que ce soit vous comme détaillant ou une firme marketing que vous retenez pour exploiter un applicatif web qui vous permet de recueillir de l'information sur vos clients, ça demeure l'entité responsable. La loi va s'appliquer à l'entité responsable. Dans cet exemple-là, c'est le détaillant, puis le fournisseur, lui, va être considéré comme un sous-traitant. Il peut y avoir des cas d'exception. Il y a des entreprises marketing qui vont eux-mêmes se positionner comme étant la partie qui recueille, mais c'est vraiment très rare. Et indépendamment du fait que vous les confiez à un tiers impartiteur de services informatiques ou fournisseur de services informatiques, la loi s'impose à vous. Là. Alors, quand vous voulez déterminer là, c'est qui est responsable en vertu de la loi de la protection des renseignements personnels, mettez-vous dans les souliers du client. Le client, quand il interagit avec un détaillant par l'entremise de son site web ou sur place, sur site dans une boutique, ça le laisse indifférent que le détaillant fasse affaire avec un tiers. Normalement, il n'y pensera pas. Là. Alors, quand on veut déterminer qui est la partie responsable, on se met dans la perspective de l'individu. Habituellement, c'est une bonne façon de savoir qui est la partie qui est responsable de l'application. OK, quels sont les changements qu'il faut considérer? D'abord, ça, c'est un élément d'harmonisation avec les autres lois canadiennes qui s'appliquent
dans les autres provinces. Il y a une loi fédérale, puis il y a une loi en Alberta, puis une en Colombie-Britannique. C'est le principe de la responsabilité. Ce n'était pas dit nommément puis imposé spécifiquement le fait de devoir désigner quelqu'un. Alors là, désormais, une fois que ce projet de loi-là va devenir une loi, toutes les organisations qui sont assujetties vont devoir dire, bien, chez 2245 8244 Québec Inc. qui fait affaire sous le nom la fruiterie Laval, le responsable de la protection des renseignements personnels, c'est Jean-François Desricault. Okay? Alors, à défaut de désigner quelqu'un de façon expresse, la loi prévoit que c'est le plus haut responsable ou le plus haut dirigeant de l'organisation qui est le responsable. Pourquoi ça a une certaine importance? C'est que cette personne-là, non seulement on devrait la désigner dans les politiques de protection des renseignements personnels qui devraient, elles, être publiées quand on a un site web ou rendu accessible, mais c'est aussi un acteur qui doit participer aux différentes, on va utiliser le mot activités, là, ou liées à la protection des renseignements personnels. Fait que là, retenez que, première chose, il faut désigner quelqu'un ou retenir que le plus haut dirigeant dans une très petite entreprise est la personne responsable. Et pourquoi c'est important? Parce que cette personne-là, bien qu'elle n'est pas directement responsable en vertu de la loi, c'est elle qui doit animer ou s'assurer de la conformité de l'organisation aux obligations imposées, aux autres obligations imposées par la loi. Bon, une de ces obligations-là, c'est de s'assurer d'avoir un encadrement. Là, la loi, elle utilise le mot politique et pratique qui encadre la protection des renseignements personnels. Donc là, ça, c'est plus ou moins une nouveauté en termes des us et coutumes, là, parce que, en tout cas, beaucoup d'organisations ont déjà adopté des politiques de protection des renseignements personnels. On appelle ça souvent une politique de respect de la confidentialité. Soyons clairs, là, il y a beaucoup de variantes dans la façon dont les organisations rencontrent puis font ça, c'est-à-dire la fonction copier-coller pour dire les choses comme elles sont a été utilisée par beaucoup d'acteurs du commerce électronique. Alors, moi, je ne suis pas là pour juger, là, mais là, il faut s'assurer que ces politiques-là, elles vont rencontrer puis qu'on permette à l'organisation qui les adopte et les applique de rencontrer les exigences prévues par la loi. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre, si on en parle aujourd'hui, que ces obligations-là sont un peu plus restrictives dans le projet de loi. Alors, il va falloir qu'on précise, les raisons pour lesquelles on recueille de façon plus précise. On va devoir également préciser dans ces politiques-là, on conserve combien de temps et est-ce qu'on détruit ou on procède à une anonymisation des renseignements personnels recueillis une fois qu'on n'a plus de raison de les conserver, la désignation des rôles et un processus de traitement des plaintes. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire là, que c'est un projet qui va occuper votre équipe de gouvernance puis vos dirigeants pendant longtemps, mais là, c'est devenu une obligation. Hier puis aujourd'hui, ne pas le faire, il n'y a pas de contravention à la loi. Demain, ne pas le faire, il y a une contravention à la loi. Le projet de loi présume dans son libellé que presque toutes les organisations ont un site Internet, reconnaît qu'il y a des exceptions à cette affirmation-là et utilise les mots là, de mémoire, doit faire en sorte que c'est autrement accessible. Là. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas besoin et n'ont pas de site web, là, la bonne façon de faire ça, c'est de s'assurer que s'il y a quelqu'un qui n'a rien à faire et qui appelle dans votre organisation, que la personne qui répond au téléphone est capable de dire qu'il y a une politique d'accessible. Donc, ce serait surprenant que ça arrive dans les premiers mois. Et je passe maintenant la parole à Caroline pour discuter de consentement. Merci Jean-François. Il y a certains changements en matière de consentement à la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels. On va aborder les thèmes qui nous semblent les plus importants à cet égard-là. À l'heure actuelle, la loi québécoise sur le secteur privé prévoit que pour colliger, utiliser ou communiquer des renseignements personnels,
on doit obtenir un consentement qui est manifeste, libre et éclairé et qui doit être donné à des fins spécifiques. Donc, le projet de loi 64 maintient ces concepts-là, mais ajoute ou le renforce à certains égards, puisqu'on prévoit maintenant qu'on doit utiliser des termes simples et clairs et que le consentement doit être demandé distinctement de toute autre information qui est communiquée à la personne qui est concernée. Essentiellement, ce qu'on veut, c'est d'éviter que l'information ou les motifs de la collecte et de l'utilisation de la communication soient enterrés dans une politique de protection des renseignements personnels qui soit incompréhensible pour un utilisateur qui a peu de temps à consacrer à l'exercice pour essayer de trouver les raisons pour lesquelles ces renseignements sont colligés. Par exemple, dans une politique de confidentialité maintenant, puis à certains égards, on peut dire que c'est juste d'expliciter ce qui est déjà requis par la loi, mais on devra lister toutes les fins pour lesquelles les renseignements sont demandés. Par exemple, dans le cas d'un commerce de détail, finaliser un achat, effectuer la livraison des produits. Mais on devra éviter des formulations vagues et générales comme « pour améliorer nos services ». Donc, on veut s'assurer que la personne concernée comprend véritablement les fins pour lesquelles ces renseignements sont demandés. Une autre modification qui est notable, c'est l'introduction du concept de consentement explicite en matière de renseignements sensibles. L'introduction du consentement explicite en matière de renseignements sensibles s'implique à contrario ou à l'inverse, qu'une autre forme de consentement implicite pourrait être permise pour certains renseignements dans certaines circonstances. Et on s'aligne à cet égard-là sur la loi fédérale et les lignes directrices pour l'obtention d'un consentement valable qui ont été publiées il y a quelques années, qui prévoient expressément, c'est un peu antinomique, là, mais qui prévoit la possibilité d'obtenir un consentement implicite dans certaines situations. Donc, un renseignement est sensible lorsque, en raison de la nature ou du contexte de son utilisation, de sa communication, il y a un niveau élevé d'attente raisonnable en matière de vie privée. On ne liste pas dans le projet de loi quels sont des exemples de renseignements sensibles, mais on comprend généralement que des renseignements de nature financière ou des renseignements de santé, ce sont des renseignements sensibles pour lesquels il y a des attentes élevées en matière de protection de la vie privée. Un autre exemple, ce serait l'utilisation de données biométriques, donc la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, etc. Pour vous donner un exemple de qu'est-ce que ça pourra impliquer, ce consentement explicite en matière de données sensibles, prenons un exemple concret, l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale pour accéder à votre siège social, par exemple. Donc, en vertu de cette nouvelle exigence de consentement explicite pour les données sensibles, parce que des données biométriques, ce sont des données sensibles, ce ne sera pas suffisant de mettre une pancarte à l'entrée de votre siège social pour informer les employés qui se présentent qu'on utilise leurs données biométriques pour contrôler l'accès à l'immeuble. On devra obtenir un formulaire, un consentement écrit exprès pour utiliser les données biométriques à ces fins-là. Autre nouveauté en matière de consentement, c'est l'ouverture à l'utilisation secondaire des renseignements personnels. Qu'est-ce que c'est qu'une utilisation secondaire? C'est tout simplement une utilisation d'un renseignement personnel à des fins autres que celles pour lesquelles il a été colligé à l'origine. Donc, le projet de loi prévoit 3 cas de figure où on pourra utiliser les renseignements de façon secondaire, donc sans consentement. Premièrement, si l'utilisation est pour des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli à l'origine, sauf dans un cas de prospection commerciale et philanthropique, je vais en parler plus tard. Deuxième cas de figure, l'utilisation est au bénéfice de l'individu. Et troisièmement, l'utilisation est nécessaire pour des fins d'études ou de recherche et que le renseignement est dépersonnalisé. Donc, mettons de côté la question d'études ou des recherches. Si on prend les 2 premiers cas de figure, j'ai essayé de penser à un exemple hier de ce que ça pourrait vouloir dire. Et celui qui m'est venu à l'esprit, c'est par exemple, on pourra utiliser des renseignements qui ont été colligés dans le contexte d'un achat d'un produit ou d'un service pour, par exemple, offrir un crédit à un client qui serait insatisfait pour un prochain achat. Ça, il me semble que ça pourrait être une utilisation à des fins compatibles, ça serait au bénéfice de l'individu. Transparence lors de la collecte. Jean-François, prochaine slide. Merci.
Donc, il y a dans l'objectif de favoriser la transparence envers les personnes concernées, puis ça, c'est un thème qu'on retrouve de façon récurrente dans le projet de loi, on propose de bonifier les renseignements qui doivent être fournis à la personne concernée au moment de la collecte. Donc, on devra désormais informer la personne concernée non seulement des fins pour lesquelles les renseignements sont colligés, mais également des moyens de la collecte, ce qui est nouveau, les droits d'accès et de rectification et le droit de la personne de retirer son consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements recueillis. Ça, c'est un droit qui existait auparavant, mais maintenant, il est codifié dans le projet de loi. On devra également informer la personne du nom du tiers pour lequel les renseignements sont recueillis, ce qui est nouveau, et de la possibilité que ces renseignements soient communiqués à l'extérieur du Québec, ce qui est également nouveau. Sur demande, donc, première partie, c'est vraiment au moment de la collecte, c'est obligatoire, et maintenant sur demande, donc des informations supplémentaires. On devra informer la personne concernée qui le demande, des catégories de personnes au sein de l'entreprise qui pourraient avoir accès à ces renseignements-là, du type de renseignements personnels qui sont recueillis, la durée de conservation des renseignements et les coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, cette espèce de, je vous dirais ça, de divulgation en deux temps, donc les informations principales qui sont obligatoires et les informations supplémentaires sur demande, c'est similaire à ce qu'on voit là, dans le règlement européen sur la protection des renseignements personnels. Et encore une fois, on prévoit que le langage utilisé doit être clair et simple, peu importe le moyen qui est utilisé. Ensuite, prochaine slide, on met fin à un régime d'exception qui, en matière de prospection commerciale ou philanthropique. Donc, actuellement, la loi sur le secteur privé permet sans consentement l'utilisation et la communication de listes nominatives par une entreprise à des fins de prospection commerciale ou philanthropique dans la mesure où la personne peut ensuite refuser que ces renseignements soient utilisés à ces fins-là. Donc, c'est quoi une liste nominative? C'est essentiellement une liste de noms, de numéros de téléphone, d'adresses courriel ou postales qui serait utilisée pour contacter des individus pour faire de la prospection commerciale. Mais depuis l'adoption de la loi en 1993, le gouvernement fédéral a adopté la loi anti-pourriel qui exige un consentement avant toute activité de prospection commerciale qui serait faite par un message électronique commercial. Donc, on parle un courriel ou un SMS, par exemple. Donc, il y avait une espèce d'incohérence entre le régime fédéral et le régime québécois, puis on a voulu corriger ça dans le projet de loi. Donc, désormais, on va exiger un consentement de la personne pour l'utilisation de ces renseignements à des fins de prospection commerciale. Et la personne devra être informée de son droit de s'opposer à cette utilisation lorsqu'elle est contactée à des fins de prospection et elle aura le droit de s'opposer. Puis si elle s'oppose, on devra cesser d'utiliser ces renseignements à ces fins. Consentement des enfants. Ça, c'est une nouveauté, c'est une bonne chose. Donc, les parents qui sont à l'écoute vont tout de suite reconnaître que les jeunes sont avides de nouvelles technologies et partagent abondamment sur les réseaux sociaux, sur des applications, des photos, des vidéos, d'autres renseignements personnels, de sorte que c'est assez facile de perdre un peu le contrôle. Donc, comme le RGPD, le projet de loi 64 vient introduire une protection particulière pour les renseignements personnels des mineurs. Donc, on introduit une exigence de consentement par le titulaire de l'autorité parentale pour la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels pour les mineurs de moins de 14 ans. Il y a une exception que je n'ai pas mise dans le PowerPoint, mais on fait une exception à l'exigence du consentement par le titulaire de l'autorité parentale lorsque la collecte est manifestement au bénéfice du mineur. Malheureusement, on n'a aucune indication de quel serait un genre de situation ou quels seraient les critères pour déterminer qu'est-ce qui est manifestement au bénéfice du mineur. Donc, pour les mineurs qui sont âgés de 14 ans et plus, le consentement pourra être donné par le mineur ou par le titulaire de l'autorité parentale. Pratico-pratique, on pense que la principale difficulté auquel les entreprises vont devoir faire face, ça va être à cet égard-là, ça va être d'effectuer une validation complète de l'âge du mineur pour obtenir un consentement qui se conforme aux exigences de la loi. Il y a certains usages qui ont déjà été développés en pratique. Par exemple, sur certains sites Internet, on voit déjà des mentions à l'effet que le site Internet ne peut être utilisé par des mineurs. Ou un autre usage qui s'est développé également, c'est de demander, lorsqu'on crée un profil d'utilisateur ou lorsqu'on
on télécharge une application, puis on veut créer un profil, on demande l'année de naissance ou l'âge, et dans l'éventualité où il est manifeste que la personne est mineure, bien, c'est impossible de créer un profil. Donc, c'est des mécanismes qui sont basés sur la bonne foi des utilisateurs ou des gens qui fournissent l'information. Ce n'est pas parfait, mais en vertu de la nouvelle loi, on devra démontrer qu'on fait un effort pour, à tout le moins, tenter d'obtenir un consentement valable en conformité avec la loi en ce qui concerne les renseignements personnels des mineurs. Nouvelle obligation dans le projet de loi qui vise à faire entrer la législation québécoise dans le 21e siècle, c'est l'article 8.1 qui prévoit qu'avant de recueillir des renseignements personnels au moyen d'une technologie qui permet d'identifier, de localiser ou de profiler une personne, la personne doit être informée du recours à cette technologie et on doit lui donner l'opportunité de désactiver ses fonctions. Qu'est-ce qu'on entend par profilage? Bien, essentiellement, c'est la collecte et l'utilisation de renseignements personnels pour évaluer certaines caractéristiques d'une personne physique comme son rendement au travail, sa santé, ses préférences, son comportement, ses intérêts, etc. Donc, on vise ici, là, par exemple, l'utilisation d'applications qui permettent la géolocalisation des utilisateurs. Sur certains, par exemple, quand on cherche un commerce en ligne, on veut voir quel est le commerce qui est le plus près de soi. On va avoir un pop-up qui va indiquer, qui va nous demander une autorisation pour utiliser la géolocalisation pour nous indiquer quelle est l'entreprise ou le commerce qui se trouve plus proche de soi. On vise également l'utilisation par les entreprises de logiciels d'analyse tiers comme des témoins, des pixels et des balises pour suivre, identifier, cibler des personnes en fonction de leur intérêt, puis ensuite leur offrir de la publicité ciblée. Donc, c'est ce genre de technologie qu'on vise par l'article 8.1 et on veut offrir un véritable choix aux consommateurs ou aux personnes concernées pour désactiver ces fonctions si cela ne leur convient pas. Merci. Sur ce dernier point-là, il y a beaucoup de détaillants qui ne gèrent pas cette couche applicative-là eux-mêmes. Alors, ce que je veux dire, c'est que la grande majorité, en fait, des détaillants vont faire affaire avec des firmes tierces qui font, appelons ça, de l'analytique ou du marketing behavioral. Alors, notre recommandation à ce stade-ci, c'est de poser des questions à vos fournisseurs sur leur conformité ou la conformité de leurs pratiques. Ça, c'est un domaine où il y avait très peu, voire pas d'encadrement au Canada. Il y a un certain encadrement sur les jetons témoins, mais il est tellement large et libéral qu'il permet d'en utiliser de toutes les sortes là, actuellement. Alors, puis on est rendu dans une ère où le marketing behavioral il réussit à juxtaposer des comportements numériques et des comportements sur site. Alors, là, c'est pas l'objet de la présentation, mais pour ceux et celles qui portent attention au genre de notices qu'ils reçoivent lorsqu'ils naviguent sur certains sites, il y a désormais beaucoup d'exploitants de sites Internet qui dénoncent l'utilisation des jetons témoins appelés cookies et qui vont donner une information assez détaillée sur le type de jetons et ce qu'elles en font. Alors ça va devenir nécessaire de déployer ce genre de notice-là. En tout cas, selon ce qu'on perçoit actuellement, là, ça va devenir nécessaire. Je répète que, comme n'importe quelle entreprise, vous devez vous concentrer, je présume, sur vos activités principales, mais vouloir vous assurer de faire un marketing efficace puis utiliser les meilleures technologies qui soient. Alors, entrez ça dans votre cahier de charge quand vous demandez des offres de services, parce qu'il va devoir nécessairement y avoir une mise en conformité de cette industrie-là. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous faites affaire avec un sous-traitant qui vous rend ce service-là que la personne responsable est autre que vous. Hein? Alors, Jean-François Desricault et Caroline Deschênes, quand ils transigent avec un détaillant, leurs attentes en vertu à l'égard de la protection des renseignements personnels sont légitimement envers le détaillant et non pas envers ses sous-traitants. Alors ça, j'insiste là-dessus, là, puis je fais un long détour parce que c'est un domaine où il
il y a beaucoup de décalage entre la situation actuelle et ce que le projet de loi prévoit qui devrait être fait. Alors, maintenant, sachez qu'il y a un ajout à la loi, mais qui est essentiellement un élément d'harmonisation, puis on vient combler une lacune là, en regard de ce qui existe dans les autres lois, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une exception spécifique qui permet à une organisation qui vend ses actifs dans le cadre d'une transaction commerciale. Là, ça veut dire on vend l'entreprise, mais on peut désormais transférer puis donner accès et communication à des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Et ça, même si on ne l'a pas obtenu expressément au moment où on a sollicité le consentement et obtenu le consentement pour runner notre business. Alors, on en parle parce que c'était une lacune dans la loi québécoise qui créait des difficultés dans certaines transactions d'achat-vente d'entreprise. Il y a également des précisions qui sont apportées par le projet de loi sur les obligations d'une organisation et ses responsabilités lorsqu'elle fait affaire avec un tiers fournisseur de services et que ce tiers-là, il est situé à l'extérieur des limites de la province de Québec. Dans la loi applicable au secteur privé, actuellement, il est prévu que l'organisation doit s'assurer que les renseignements personnels, lorsqu'ils sont transférés hors Québec à une fin de prestation de services informatiques, c'est le cas le plus typique, là, ou de conservation documentaire, ne seront pas utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis et qui ne seront pas communiqués ultérieurement à d'autres tiers. Alors, la façon de faire ça, c'est purement contractuel. Là, le projet de loi vient imposer une obligation un peu plus sophistiquée, c'est-à-dire l'obligation de faire une analyse préalable de risque. Là. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, puis que vous allez voir apparaître aussi dans le projet de loi en regard de tout projet à caractère informatique ou informationnel, c'est-à-dire la nécessité de faire ce que moi j'appelle une analyse de risque, là, qui va considérer c'est quoi les renseignements dont on parle. Bon, alors dans notre cas, là, ou dans l'industrie en général du détail, quand on transige des numéros de carte de crédit, bien, pour ceux qui sont sensibles à ça, là, tous les marchands sont assujettis à des obligations, pas en vertu de la loi, mais en vertu d'une norme imposée par le réseau des cartes de paiement qui s'appelle PCI DSS. Bon, habituellement, c'est une des raisons pour lesquelles on fait affaire avec des tiers dont la seule job, c'est de faire du traitement de paiement. Mais alors ça, c'est un renseignement sensible. Alors, bref, là, le législateur impose aussi finalité d'utilisation, mesures de protection et la nécessité de se questionner sur le régime juridique applicable dans l'État. Alors ça, pour se rendre là, il faut savoir c'est quoi l'État. Et pour savoir c'est quoi l'État, ben, il faut poser la question au fournisseur ou regarder les conditions d'utilisation de Microsoft Azure, de Google Cloud ou d'Amazon Web Services ou les autres. Le point ici, c'est que la loi impose la nécessité d'être capable de démontrer qu'on l'a fait, cet exercice-là. Alors ça, là, je sympathise là, parce que, bon, nous autres, on fait ça dans la vie, là, mais quelqu'un qui est en train de déployer un service ou de faire une migration puis une transformation numérique, là, ça rajoute sa couche. Là. Alors, moi, ma recommandation, c'est quand vous faites affaire avec des tiers, puis que vous allez payer comme fournisseur de services pour vous aider à faire cette migration-là, bien, ajoutez ça à vos questions puis à vos exigences contractuelles. C'est-à-dire, vous voulez qu'on close un deal ensemble, bien, ça va nous faire plaisir de transiger avec vous, mais êtes-vous capable de me dire que vous allez valider ça ou que vous allez inclure dans votre offre une validation par des avocats? Alors, c'est pas sorcier, c'est pas si complexe, c'est pas particulièrement complexe valider ça, mais ça va devoir être fait obligatoirement. Bon, puis la règle, là, c'est qu'il faut qu'il y ait un niveau de protection équivalent. Sachez que le gouvernement nous promet la publication d'une liste d'États qui vont, présenter une protection équivalente. L'Europe le fait depuis longtemps. Ça ne s'est jamais fait ici. Et là, je ne veux pas être cynique, mais ce n'est pas la première fois que je lis dans une loi que l'État va prévoir par règlement des standards, des paramètres, puis des conditions, puis qu'à chaque année, je regarde, puis ce n'est pas fait encore. Fait que c'est de l'ordre de l'éditorial, ça, là, mais néanmoins, ce n'est pas automatique. Bon, là, je me rends compte que je me suis enfargé un peu, puis que ma gestion du temps souffre de quelques lacunes. On considère de façon générale là, que quand on anonymise, là, alors quand on prend un renseignement
personnel ou un champ d'information qui comporte un élément de renseignement personnel et qu'on l'anonymise de façon irréversible. Ça veut donc dire qu'une fois que le traitement d'anonymisation est fait, l'output, le résultat, il ne nous permet pas d'identifier quelqu'un. On constate que ce n'est plus un renseignement personnel. Okay? Ce n'était pas écrit dans la loi, mais dans l'industrie, dans le trade, c'est comme ça qu'on traitait la chose et on continue à traiter la chose. Là, la loi vient prévoir expressément qu'à la fin de la durée de conservation, donc à la fin de la période pendant laquelle j'ai raison de détenir un renseignement personnel parce que je l'utilise, je peux conserver cette information-là dans la mesure où je procède à une anonymisation. Et le législateur vient préciser qu'il y a anonymisation lorsque on ne peut plus identifier directement ou indirectement, et ça de façon irréversible. Alors, pour les fanatiques de la protection des renseignements personnels parmi vous, sachez que là, il y a des débats scientifiques sur la capacité d'arriver à établir l'irréversibilité. Là, habituellement, là, les lois, à moins de le dire expressément, ils imposent des obligations de moyens puis de la nécessité de démontrer qu'on a déployé des efforts pour parvenir à ça. Je pense que ça va être un des sujets qui va être traité lors des consultations parce que établir là, puis mettre une imprimature avec notre sang à l'effet que c'est irréversible, c'est compliqué. Là. Si vous payez du monde dans un projet de recherche pour faire des croisements de données puis réverser. Là, je ne ferai pas un verbe que je ne suis pas capable de faire, mais faire en sorte qu'un renseignement qui paraît anonyme soit personnalisé, c'est possible. Il y a eu plusieurs cas qui ont été établis. Alors, mais néanmoins, c'est un pas dans la bonne direction parce qu'au moins, on est capable d'avoir la discussion et mettre de l'avant des pratiques qui l'établissent sans doute juridique. Régime de notification, Caroline. Le Québec et la Colombie-Britannique, ce sont actuellement les seules juridictions d'Amérique du Nord qui n'imposent pas le signalement obligatoire des incidents de confidentialité qui impliquent des renseignements personnels. Et cette lacune de la législation québécoise, même si elle est connue depuis longtemps, est revenue à l'avant-scène, si on veut, là, dans la dernière année avec l'incident Desjardins. Le projet de loi 64 entend remédier à la situation en introduisant un régime de signalement qui est similaire à ce qu'on voit au niveau fédéral puis en Alberta. On parle d'un incident de confidentialité. Ça implique 4 cas de figure. Donc, en cas d'accès, d'utilisation, de communication non autorisée ou de perte de renseignements personnels. Donc, ça couvre autant l'intrusion par un tiers dans un système informatique, une faille ou un virus informatique, ou encore, comme dans le cas de Desjardins, le cas d'un employé qui extrait de l'information des renseignements personnels pour les communiquer à un tiers. Donc, lorsqu'un tel incident de sécurité survient, l'organisation va devoir démontrer qu'elle prend des mesures raisonnables pour diminuer les risques qu'un préjudice survienne et éviter que des nouveaux incidents de la sorte se produisent. Mais l'obligation de signaler l'incident est déclenchée seulement en cas de risque de préjudice sérieux. Donc, le libellé est un peu différent de ce qu'on voit au fédéral ou en Alberta, mais l'idée est la même. Donc, en cas de préjudice sérieux, on va devoir aviser d'abord la Commission d'accès à l'information, ensuite les personnes qui sont visées par l'incident, à défaut de quoi la Commission d'accès pourra forcer l'organisation à le faire. On prévoit une exception à cette obligation de divulguer aux personnes concernées lorsque ça serait susceptible d'entraver une enquête. Et on pourrait également aviser toute personne ou organisme qui est susceptible de diminuer le risque de préjudice en ne communiquant cependant que les renseignements qui sont nécessaires à cette fin-là, sans le consentement des personnes concernées. Pour évaluer le risque de préjudice sérieux, il y a 3 facteurs qui vont être pris en compte. Donc, la sensibilité du renseignement. Donc, s'il s'agit d'un renseignement financier, c'est plus sensible qu'un autre type de renseignement. Les conséquences appréhendées de l'utilisation. Donc, est-ce qu'on peut prendre ce renseignement-là pour effectuer de la fraude, par exemple? Et enfin, la probabilité qu'il soit utilisé à des fins préjudiciables. Donc, on devra regarder le contexte. Si c'est un employé qui a extrait des données financières pour ensuite le communiquer à des tiers fraudeurs, mais la probabilité est plus grande que s'il s'agit d'un virus informatique ou une faille informatique qui n'a aucun lien avec une cyberattaque. Donc, on devra également tenir un registre des violations qu'on devra fournir à la Commission d'accès à l'information sur demande. Et ça, peu importe s'il y a un risque élevé de préjudice. Donc, tous les types d'incidents de confidentialité devront être intégrés dans ce registre.
Rapidement, protection dès la conception et par défaut. Donc, si vous êtes une entreprise de détail qui fait affaire, qui fait développer une application mobile par un tiers, vous devrez penser à la protection des renseignements personnels dès la conception de l'application et aussi mettre des paramètres de protection par défaut. Donc, le projet de loi 64 introduit ces deux concepts-là. Là, j'essaie d'aller vite là, parce que je vois que le temps file. Donc, protection dès la conception, c'est l'exercice qui oblige toutes les organisations à se questionner dès le début d'un projet sur les risques que le projet soulève en matière de protection des renseignements personnels puis des mesures à prendre pour atténuer le risque. Et la protection par défaut, c'est que les renseignements personnels sont automatiquement protégés sans qu'aucune action supplémentaire soit requise de la part du particulier. Par exemple, lorsqu'on télécharge une application, on demande souvent l'autorisation d'accéder à un micro, à l'appareil photo ou au contact. Ça, c'est un exemple de privacy by default ou de protection de la vie privée par défaut. Donc, à moins qu'on autorise cette utilisation-là, l'application n'aura pas accès à ces renseignements-là. La façon par laquelle le projet de loi intègre ces deux concepts-là, c'est en exigeant qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée soit faite pour tout projet de système d'information de prestations électroniques de services qui implique la collecte, l'utilisation et la communication et la conservation et la destruction des renseignements personnels. Puis ensuite, l'article 9.1 prévoit que l'organisation qui recueille les renseignements personnels doit s'assurer que par défaut, les paramètres du produit ou du service technologique assure le plus haut niveau de confidentialité, mais on ne fournit pas par ailleurs de détails qu'est-ce qu'on entend par plus haut niveau de confidentialité. Très rapidement, 3 nouveaux droits qui sont inspirés du RGPD. Donc, désormais, toute entreprise qui utilise des renseignements personnels pour rendre une décision qui est fondée exclusivement sur un traitement automatisé va devoir informer les personnes concernées du traitement automatisé au moment de la décision ou avant. Donc, c'est quoi ça, une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé? C'est par exemple un algorithme dans lequel on rentre certaines informations et qui prend une décision, notamment sur une demande de crédit qui serait faite. Donc, dans ce cas-là, on devra informer la personne du traitement automatisé et sur demande, on devra également informer la personne des renseignements personnels qui sont utilisés pour rendre la décision, des raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres qui sont considérés pour prendre la décision et du droit de la personne de faire rectifier ces renseignements-là qui ont mené à la décision. Et la personne concernée pourra présenter des observations pour faire réviser la décision par une personne en chair et en os. Droit à l'effacement et au déréférencement, ce qu'on appelle aussi le droit à l'oubli. Donc, c'est une nouveauté, encore une fois, dans le projet de loi. Premièrement, le projet de loi prévoit que les personnes concernées pourront exiger qu'une organisation cesse de diffuser ses renseignements personnels ou désindexer tout hyperlien attaché à leur nom qui donne accès aux renseignements si la diffusion contrevient à la loi ou à une ordonnance judiciaire. Donc, ça vise notamment des cas de figure comme une diffamation flagrante ou encore un cas de cyberintimidation. Et deuxièmement, les personnes concernées auront le droit de demander que leurs renseignements personnels cessent d'être utilisés ou soient désindexés ou réindexés lorsque 3 critères seront rencontrés qui sont à l'écran. Donc, ça cause un préjudice grave au respect de sa vie privée et de sa réputation. Ce préjudice est supérieur à l'intérêt public et lorsque ce qu'on demande n'excède pas ce qui est nécessaire pour éviter la perpétuation du préjudice. Troisième et dernier droit qui mérite d'être mentionné, qui fait beaucoup jaser, c'est le droit à la portabilité. Donc, c'est un autre droit qui est incorporé ou qui est inspiré du droit européen. Ça vise 2 objectifs, donc augmenter le contrôle du citoyen sur ses renseignements, mais aussi stimuler la concurrence en permettant de transfert de renseignements d'un fournisseur à l'autre. Donc, on prévoit que les renseignements doivent être communiqués sous une forme d'une transcription lisible et intelligible et que les renseignements personnels recueillis auprès du requérant doivent être communiqués au requérant ou à toute autre personne ou organisme autorisé dans un format technologique structuré et couramment utilisé, à moins que ça ne soulève des difficultés pratiques sérieuses. En pratique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce qui est important de mentionner, c'est que ça ne vise pas les renseignements qui sont créés, dérivés, calculés ou inférés à partir des renseignements qui sont fournis par la personne concernée, par exemple un profil d'utilisateur, mais strictement les renseignements qui ont été fournis par la personne elle-même. Puis ça, c'est simple, c'est parce que les renseignements qui sont créés à partir de ça, les profils d'utilisateurs, etc., ça peut avoir une valeur commerciale pour les entreprises.
Communication à la suite d'un décès, très rapidement, bien, maintenant, on a l'introduction d'une communication par compassion. Donc, si les renseignements qui sont fournis à un proche ou un conjoint bien, permet le requérant est susceptible d'aider le requérant, pardon, dans son processus de deuil. À toi, Jean-François. On va boucler ce tour d'horizon rapide avec quelque chose qu'on mentionnait d'emblée, c'est-à-dire qu'un des éléments qui est marquant, c'est que alors que ces principes sous-jacents-là à la protection des renseignements personnels, ils existent depuis une trentaine d'années, puis sont libellés dans la loi depuis une trentaine d'années, il y avait peu de dents et peu de mordants qui étaient prévus dans la loi. La Commission d'accès à l'information avait des responsabilités assez imposantes, mais dans notre perspective, peu de moyens. Alors là, il y a à la fois la création d'un régime de sanctions administratives. Là, ce que ça veut dire, là, puis ça ressemble beaucoup à ce que le fédéral a fait avec la loi antipourrielle, c'est que le régulateur va avoir le pouvoir, lorsqu'il constate des manquements, d'émettre des sanctions administratives. Ils vont pouvoir faire l'objet d'une contestation, ces sanctions administratives-là, mais c'est beaucoup plus rapide comme processus et ça permet à l'État d'être un peu plus efficace parce que le pendant ou l'alternative, c'est la sanction pénale. Et là, ça veut dire qu'il faut que l'organisation monte le dossier et convaincre le directeur des poursuites ou les responsables des sanctions pénales d'émettre des constats d'infraction, puis là, on tombe dans le régime des sanctions pénales avec les règles de preuve applicables. Alors, la création du régime de sanctions administratives va pouvoir mener à l'émission de constats d'infraction pour des défauts d'information lors de la collecte, des utilisations qui ne sont pas prévues lors de la collecte et pour lesquelles il n'y a pas de consentement, le défaut de déclarer un incident de confidentialité, un manquement à l'obligation de dénoncer le fait que le traitement est automatisé puis que c'est une intelligence artificielle qui fait l'analyse de la demande de crédit, ou le défaut, même si on le dénonce, de mettre en place un processus qui permet à Jean-François Desricault de dire ou de demander à Equifax puis-je savoir quelles données tu as utilisées pour me nier l'accès au crédit, etc., etc. Alors là, pour une personne physique, ça va jusqu'à 50 000. On anticipe plus que c'est des genres de pratiques là, qui vont s'appliquer à des entreprises. En fait, une personne physique peut exploiter une entreprise personnellement, là, mais c'est plus le montant qui est prévu pour les entreprises qui est pas préoccupant, mais qui est marquant. Là. Fait ça peut aller jusqu'à un maximum de 10 millions ou 2 % du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent. Et on voit également une hausse des sanctions financières en matière pénale. Alors là, lorsqu'il y a une infraction à caractère pénal et dans le projet de loi actuel, sachez qu'il y a une possibilité pour l'État de rechercher la responsabilité des dirigeants de l'organisation qui ont sanctionné ou permis par négligence certaines pratiques. Et là, on va jusqu'à 15 à 25 millions, puis 4 % du chiffre d'affaires par opposition à la chose actuelle qui est 1 000 à 10 000. Mais sachez par ailleurs que selon mes dernières validations, là, il n'y a jamais eu de décision d'un tribunal au Québec qui était saisi d'un constat d'infraction pénale qui faisait l'objet d'un plaidoyer de non-culpabilité. Il n'y a aucune décision rapportée. Alors, peut-être quelqu'un a vécu ça, là, mais nous, as far as we know, là, il n'y en a jamais eu. Puis il y a également, la loi vient de dire expressément, mais ça existait déjà, là, ce qui est nouveau pour la droit de poursuite privée. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'un individu peut s'adresser à un tribunal puis requérir une indemnisation pour un manquement qui a causé préjudice. Ça existe déjà, sauf qu'aujourd'hui, les tribunaux ne sont pas capables ou constatent que c'est difficile de chiffrer le préjudice. Et donc, il y a peu de poursuites qui ne sont pas par recours collectif. Là, ce qui est nouveau, c'est que si on est capable d'alléguer, ou si un individu est capable d'alléguer qu'il y a eu une atteinte intentionnelle ou une faute lourde, il y a automatiquement 1000. Et ça, ça va alimenter ce que moi j'appelle le barreau du recours collectif, là, parce qu'ils sont capables de mettre un chiffre et une valeur. Alors, le 1000 fois beaucoup de monde, ça fait beaucoup de 1000. Excusez là, de la grossièreté. Alors, donc, à retenir, faut prévoir le fait d'assigner des responsabilités, il faut encadrer les projets de développement
incluant la configuration des applications logicielles. Il faut développer un cadre de politique de gouvernance qui est mature puis conforme à la loi. Puis il faut réfléchir à la sélection et l'encadrement des fournisseurs. Alors, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'obligations qui devraient inciter des organisations comme les vôtres à poser plus de questions à leurs fournisseurs qui gèrent de l'information ou qui génèrent de l'information. C'est notre recommandation principale. Et pour ceux et celles qui sont dans la business d'acheter des concurrents ou d'acheter des entreprises, bien, rappelez-vous que c'est un des outils que vous avez désormais pour mesurer la maturité de vos cibles, c'est le fait qu'ils sont supposés de maintenir un registre des incidents de sécurité. Alors, l'obligation légale, c'est de le fournir à la Commission d'accès à l'information, mais dans un cadre de due diligence, dans une transaction, ça peut être un indice pour voir si l'organisation est mature ou si elle a vécu beaucoup de problèmes parce que ça génère une responsabilité légale puis il y a de l'intérêt là-dedans. Alors, au nom de Caroline et moi, merci beaucoup. Là, je vois qu'il y a eu quelques questions qui ont été soulevées par des participants. Alors, on va tenter d'y répondre le plus efficacement possible. Donc, merci Jean-François. Avant de lancer la pole à Sarah, beaucoup d'informations. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations à digérer, à mon avis. J'aurais juste rapidement, et sans vouloir prendre le temps des participants parce que les questions s'accumulent, j'aurais deux questions. La première, quand est-ce que, une fois le projet de loi adopté, quand est-ce que ces mesures-là sont censées entrer en vigueur? Est-ce qu'il y a un délai qui est prévu aux entreprises pour se conformer? Oui, le projet de loi prévoit deux délais. D'abord, pour la majorité des nouvelles obligations, c'est 1 an à compter de l'entrée en vigueur. Alors là, on anticipe qu'il y a des études du projet de loi à l'automne. Supposons que tout allait vraiment très bien puis qu'on avait une efficience incroyable au Parlement, bien, que c'est adopté en décembre. Là, c'est le compte à rebours d'1 an débutant en décembre. Pour le droit à la portabilité qui implique la nécessité d'instaurer des technologies puis de renouveler des technologies pour permettre la portabilité, là, donc la saisie de données puis la capacité de les rendre à la personne concernée dans un support adéquat puis un format adéquat. Ça, c'est 3 ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Alors, le législateur reconnaît là, qu'il y a une couche de mise en conformité puis des obligations significatives. À titre d'exemple, l'Europe a donné 2 ans entre l'adoption du RGPD et son entrée en vigueur de 2016 à 2018. Puis en 2018, le taux de mise en conformité était moins que 50 selon, c'est pas scientifique là, ce pourcentage-là, mais selon des acteurs du marché. Merci. Et ma deuxième question, est-ce que, si j'ai bien compris, l'ensemble de ces mesures-là, en fait, les mesures s'appliquent à l'ensemble des entreprises québécoises. Peu importe la taille de l'entreprise, même si j'ai 5 employés, elles s'appliquent à tout le monde. Donc, toutes ces entreprises-là devront être en mesure de désigner un responsable, notamment. C'est bien ça, c'est toutes les entreprises. C'est exact. Il n'y a pas de distinction de dispense en fonction de la taille pour l'instant. On anticipe que c'est quelque chose qui va faire l'objet de discussion, mais à ce stade-ci, il n'y a rien. Et est-ce que c'est comme ça dans les autres provinces canadiennes et en Europe ou si c'est uniquement au Québec qu'on prévoit de s'appliquer? Caroline, tu me diras de me taire bientôt, là, mais en Europe, il y a certaines obligations de gouvernance qui ne s'appliquent qu'aux entreprises d'une taille de X employés plus. Et donc, qui ne s'applique pas aux petites entreprises. Il y a une couche qui est moins exigeante pour les petites entreprises. Le fédéral n'a pas commencé la révision de sa loi. Aujourd'hui, elle s'applique indépendamment de la taille de l'organisation, mais c'est moins lourd que ce qu'on regarde là. Ceci dit, on anticipe, parce que le premier ministre a demandé à ses ministres concernés en décembre de travailler là-dessus, on anticipe un projet de loi au fédéral. Puis on espère, les acteurs, qu'il va y avoir une réflexion d'harmonisation entre les deux régimes pour éviter qu'on crée un décalage, là. Mais selon les indications qu'on a, on est susceptible d'être naviguer dans les mêmes eaux. Okay, parfait, merci. Donc, Sarah, je te lance la pole pour les questions des participants. Oui, première question. Si le site Web de l'entreprise est géré par la maison mère en Ontario pour tous les marchands du Canada, donc les marchands indépendants qui opèrent au Québec, comment démontrer les démarches en place sur un site Web national? Caroline, je vais commencer puis je te laisserai le lead après. Là, mais essentiellement, la pratique qu'on utilise habituellement, c'est que quand on analyse la politique, on l'écrit de façon à rencontrer les critères les plus exigeants
dans les lois dans lesquelles l'entreprise opère. Alors, si vous regardez des politiques d'entreprise qui opèrent et qui s'adressent à des Européens en ce moment, vous allez voir qu'il y a quelques paragraphes qui ont été ajoutés pour répondre à des exigences du règlement général sur la protection des données européens. Alors là, supposons que d'un matin, le projet de loi a été adopté, bien, les entreprises qui font des affaires d'un océan à l'autre devraient instaurer dans leur politique des paragraphes destinés à des personnes qui sont au Québec et dont les renseignements personnels sont recueillis au Québec. Alors, le fait que le siège social de l'entreprise soit à Toronto n'a aucune incidence sur l'application de la loi. Si l'entreprise opère au Québec et s'adresse à Jean-François, Caroline, Sarah, Françoise, elle est assujettie à la loi. Alors, la façon de faire, c'est de libeller ça de façon à rencontrer ce qui est le plus exigeant, qui inclut le moins exigeant, finalement. Question suivante. Le site marchand de la bannière que je représente est animé par les équipes en France et est rattaché à la société mère française. Les données de nos clients que nous récoltons dans nos magasins canadiens sont donc stockées en France et nos clients sont animés depuis la France. Quelle est la législation qui s'applique, la française ou la canadienne? Je dirais que la réponse à cette question-là n'est pas simple. Je vois, sans avoir analysé la situation, je dirais que ça pourrait être un cas d'application concurrente. La réglementation européenne s'applique définitivement à l'entreprise française, mais ce n'est pas parce qu'une entreprise n'est pas située en France, donc par exemple ici l'entreprise québécoise, que le RGPD ne peut pas s'appliquer à elle. Donc ce qu'on va regarder, c'est il y a deux critères qui sont énoncés dans le RGPD pour l'application extraterritoriale, donc en dehors de l'UE. Mais premièrement, le RGPD va s'appliquer si, relativement à l'offre de biens ou de services à des personnes qui sont dans l'Union européenne, qu'un paiement soit exigé ou non. Donc ici, je ne pense pas que ce serait un cas de figure parce qu'on parle de clients canadiens ou québécois, mais ça pourrait s'appliquer aussi au suivi du comportement des personnes dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'UE. Donc, ici, par exemple, on va installer ou on utilise des cookies pour suivre le comportement de certaines personnes qui sont situées dans l'Union européenne, ça pourrait s'appliquer. Donc ici, dans le cas de figure qu'on mentionne, je ne pense pas que ce serait applicable, mais clairement, ce serait un cas où, comme la collecte est faite au Canada, au Québec ici, la loi québécoise et même la loi fédérale pourrait s'appliquer parce qu'il y a un transfert à l'extérieur du Québec. Donc, il peut y avoir plusieurs lois qui sont applicables à la situation. Puis les bonnes pratiques, mais c'est de se fier à la loi qui est la plus exigeante. Mais dans cet exemple-là, là, je les ai lus, je les ai trouvés, Sarah, les questions. Fait que pour t'éviter peut-être, j'ai trouvé facile, là, sont dans le menu, là, mais tu as tout à fait raison, Caroline. Puis le RGPD complique la chose parce que le sous-traitant en France là, de votre mère corporative française, là, il est assujetti au RGPD indépendamment de ce qui se passe. Mais les renseignements récoltés dans les magasins canadiens seraient assujettis là, quand ces magasins-là sont au Québec à la loi québécoise. Sachez toutefois que s'il y a une mise en conformité de l'organisation au RGPD, il n'y aura pas de gros enjeux là, parce qu'on sait pertinemment que un des objectifs de la loi québécoise, en fait, ce n'est pas un objectif, c'est une évidence, c'est aligné là, sur le libellé du RGPD ou les exigences qui ont été libellées. Sarah, est-ce que tu permets? Ou, Absolument. Absolument, dans la mesure où j'insiste pour que les participants puissent avoir accès aux questions, donc pour qu'ils comprennent la réponse. Oui, je vais la lire, tout à fait. Bon point, merci. On va y aller assez rondement aussi. Ouais. On a quand même 10 questions d'attente, puis on est presque à l'heure de la fin. Donc, je passe vite, là, juste un commentaire. Il y a une question qui porte sur la loi antipourriel. Je ne dis pas que c'est hors sujet, c'est très lié, mais sachez que oui, il y a eu des sanctions d'émises. Et certaines assez sévères, mais on est un peu en marge là, de notre sujet principal. Il y a une question sur le caractère public-privé. Alors, vous avez raison de dire que toutes les organisations ont l'obligation de protéger les renseignements personnels de leurs employés. C'est juste que c'est des lois différentes qui l'imposent. Là. Alors, les entreprises privées, c'est la loi dont on parle aujourd'hui. Les organisations publiques sont assujetties à la loi sur l'accès à la protection des renseignements personnels, mais les deux ont des obligations tout à fait similaires concernant les deux. On me pose des questions sur mon appréciation des probabilités que le projet de loi soit adopté. Il y a très peu de la probabilité qu'il ne le soit pas est vraiment faible, à mon sens. Ceci dit, il peut avoir des modalités. Il peut avoir des modalités sur l'application à des plus petites entreprises. Il peut avoir des modalités sur les sanctions financières. Il peut avoir des changements sur la période de mise en conformité, donc le délai entre l'adoption puis l'entrée en vigueur.
Alors, voilà. Alors, portée de la loi pour siège social à l'extérieur du Québec qui opèrent ici, elles sont assujetties si elles opèrent au Québec. La difficulté, souvent, c'est sanctionner des entreprises dont le siège social et tous les actifs sont à l'extérieur de la province. Alors, on a eu quelques sagas au Canada pour appliquer ou faire exécuter des ordonnances de tribunaux canadiens par Google. C'est tout le temps compliqué. Okay? Mais les entreprises les plus robustes et matures en Europe, ils ont montré une volonté de s'assujettir à la loi puis de respecter la loi dans les États où ils font affaire. Alors, voilà. On pose une question sur des solutions logicielles qui permettent de suivre le comportement des employés, GPS, cellulaire, laptop, comportement à l'interne, physique ou virtuel. Quels sont vos commentaires par rapport à ceci? Cette question-là, elle soulève aussi un enjeu de surveillance en matière de relations de travail qui a son propre critère, c'est-à-dire que il faut que l'organisation soit capable de démontrer qu'il y a un objectif qui est raisonnable. Là. Alors, souvent, la sécurité, c'est souvent ça qui est invoqué là, pour les GPS dans les cellulaires. Il y a des histoires sur du monde qui travaille dans des cages d'ascenseur là-dessus. C'est un chapitre plus long qu'une minute. Et est-ce que l'Ontario est plus proche de mettre leur loi à jour que le fédéral? Mais sachez que en Ontario, on applique la loi fédérale. Ils n'ont pas une loi provinciale au même titre que le Québec. C'est quelque chose qu'on n'a pas touché parce qu'il y a un degré de complexité là, qui est plus long à expliquer, mais en Ontario, on applique la loi fédérale et donc, est-ce qu'elle est proche? Elle est proche d'avoir un nouveau régime parce que le fédéral est proche de réviser. Puis, en Ontario, on a un régime spécifique pour les renseignements sur la santé. J'ajouterais que la révision de la loi fédérale, là, ça fait plusieurs années qu'on planche là-dessus parce que c'est un enjeu notamment au niveau du transfert des informations. Avec l'Union européenne parce qu'on dépend actuellement d'une décision d'adéquation donc qui confirme que le régime canadien était conforme à la directive européenne avant. Mais là, il y a le RGPD, donc on doit refaire tout l'exercice d'adéquation. Donc, au niveau fédéral, je pense qu'on est bien, la réflexion est bien entamée pour la révision de la loi. Et ça devrait être fait prochainement. D'ailleurs, je suis sur le comité de l'ABC en matière de protection des renseignements personnels et c'est un sujet sur lequel on a fait des commentaires l'année dernière. Donc, ça s'en vient. Et dépendamment du type de tokenisation, on me demande s'il y a une différence entre l'anonymisation et la tokenisation. Alors, je considère que dépendamment du type de tokenisation, ça peut être un mécanisme d'anonymisation valide et adéquat. Ça dépend si c'est avec des tables ou sans table, ultimement. Là. Fait que là, ça devient un débat technique. Là. Puis pour répondre à la question de Patrick sur les délais de rétention de données, non, on ne précise pas un calendrier de données, malheureusement, ce qui fait en sorte qu'il y a un flou. Il y avait un calendrier de conservation ou la possibilité d'un calendrier de conservation qui était mentionné dans la loi que nous avons actuellement, qui n'a jamais été adoptée. Et c'est toujours, en fait, c'est toujours un flou à cet égard-là. Donc, on prévoit encore la possibilité d'un calendrier ou de délai de rétention, mais il n'y a rien de spécifié à cet égard, pour le moment. Est-ce qu'il semble y avoir d'autres questions où on avait pas mal répondu à tout? Je pense qu'on a fait le tour. Quelqu'un demandait, en fait, s'il y avait une politique cadre pour les PME qui inclut ces nouvelles exigences. Il n'y a pas de document là, qui viendrait synthétiser sommairement. Nous, on va en produire, c'est sûr. Là, puis peut-être que l'État va le faire aussi lorsque le projet de loi va être devenu une loi. On peut anticiper, là, c'est une pratique de communication adéquate. Pour l'instant, des organisations comme les nôtres, des fournisseurs de services juridiques comme nous, on déploie ça puis on offre ça de façon comme un produit maintenant. Là. Mais il n'y a rien de publiquement accessible ou de rubber stampé par l'État ou le gouvernement comme étant conforme. Parfait. Donc, je vois que le temps file. Écoutez, un gros merci à Jean-François et Caroline pour votre expertise, vos lumières, en espérant que ça vous a permis d'en savoir plus. Donc, un dossier qui est à suivre à très, très court terme. Donc, un gros merci pour votre participation, votre éclairage là-dessus. Merci aux participants de nous avoir suivis. En terminant, Sarah, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Si tu pouvais, merci, si tu pouvais mettre à l'écran les prochains webinaires qui sont à venir du côté du conseil. Si tu peux revenir en arrière un petit peu.
Donc, on a d'autres webinaires qui sont prévus. Il y en a même qui vont s'ajouter aussi. Donc, le prochain, en fait, le 29 septembre, rémunération en contexte d'incertitude. On le sait, le contexte a changé beaucoup chez les détaillants et tout ça. Donc, certainement que ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des solutions, en tout cas du moins des bonnes pratiques à adopter par rapport à ça. On vient également d'en ajouter un. Il n'apparaît pas à l'écran, mais certainement très intéressant pour vous tous. Un webinaire qui va porter sur le télétravail. Le ministère de l'Emploi lance notamment un chantier sur la question de modernisation des lois du travail pour intégrer tout ce qui touche le télétravail. On aura l'occasion d'avoir une excellente experte avec nous qui est souvent revenue par le gouvernement, notamment pour venir un peu vous faire part de ses conseils et des bonnes pratiques concernant justement le télétravail dans les entreprises là, qui est encore présent probablement pour l'automne et on va voir l'an prochain. Il y en aura d'autres également, donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour pouvoir nous suivre. Et si jamais vous avez des questions en lien avec le webinaire dont on vient d'avoir, écoutez, je pense que vous avez les coordonnées de Maître Dorico et de Maître Deschênes pour pouvoir peut-être répondre à vos questions par rapport à ça. Et je le répète, le webinaire sera possible en rediffusion, d'être rediffusé. Je demande à Jean-François et Caroline, est-ce que c'est pensable d'obtenir une copie du PDF de votre présentation pour qu'on puisse également la faire circuler à tous? Avec plaisir. Donc, merci. Donc, on vous enverra un courriel à tout le monde avec le lien pour le webinaire ainsi que le PDF là, pour pouvoir revoir la présentation là, en mode diapo. Donc, ceci termine le webinaire. Merci à tous. Merci Sarah pour ton aide et merci évidemment aux conférenciers et aux participants. Bonne fin de journée, au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci. Merci, au revoir.